Jean-Christophe Lagarde est notre invité ce matin, président de l'UDI, député de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour, merci monsieur d'être avec nous. Tête de liste aux européennes. Qu'est-ce que vous ferez? Vous abandonnerez Drancy? Vous abandonnerez votre circonscription si vous êtes élu? J'abandonnerai pas Drancy, j'y vis, j'y suis élu. Oui, mais évidemment, c'est la loi. Oui. Et pourquoi je fais ce choix? D'abord parce que notre famille politique, nous sommes les héritiers de Giscard d'Estaing, de Simone Veil, qui est la première adhérente de l'UDI, de Jean-Louis Borloo, toujours au cœur du combat européen. Et on voit bien dans l'actualité qu'il y a des choses à aller faire au Parlement européen, ne serait-ce que pour aller Donc chercher... vous serez député européen? Bien sûr. Et vous ne serez plus député de la République française? C'est la loi et c'est bien normal, mais je serai député français défendant les intérêts de la France et l'Europe. Quand on voit ce qui s'est passé sur Alstom et Siemens, on a besoin d'aller chercher les commissaires européens, de réécrire les règles européennes. Pourquoi d'ailleurs? Mais tout simplement parce que s'est-il passé avec Alstom et Siemens? Mais parce qu'on est dans des règles qui sont de l'ultralibéralisme. On considère que la concurrence interne à l'Union européenne, c'est ce qui est le plus important. Total, on interdit à faire la fusion entre deux sociétés qui auraient construit 35 trains par an pour dire grosso modo qu'ils seraient trop puissants. Et pendant ce temps-là, on a un concurrent chinois, China Railway, qui construit 230 trains par an et qui vend des trains en Europe, par exemple dans une ligne qui va avoir lieu de TGV entre Athènes et Budapest. Il faut que l'Europe devienne un instrument de notre puissance, pas de notre affaiblissement. Moi, c'est la Donc détermination. plus d'Europe. Mais plus d'Europe. Une autre Europe et plus d'Europe. Plus et moins. Ça veut dire sur des choses qu'elle nous lâche la grappe. Parce que franchement, quand elle réglemente la fréquence des clignotants, la taille des bulbes de tulipes, quand elle veut qu'on mette le nom des poissons en latin sur les étalages des marchés, la rascasse à Marseille, maintenant, il faut que ça s'appelle Scorpinidae. Vous savez, c'est très intéressant, mais ça ne sert à rien. On n'a pas réuni 450 millions d'habitants, de citoyens européens pour ça. Mais pour nous protéger contre M. Trump, pour faire en sorte que les Chinois ne puissent pas acheter toutes les sociétés qu'ils veulent ici, mais qu'en revanche, quand on veut acheter quelque chose en Chine, on n'a pas le droit de dépasser 50%. Il faut que les règles... Moi, je suis pour une Europe juste. Il faut que les règles deviennent équitables. Est-ce que vous savez qu'Hitachi, par exemple, a obtenu 8 milliards d'euros de marché public en Europe, alors que les entreprises européennes ne peuvent pas les soumissionner au marché public japonais? Il faut désormais que ça soit juste. C'est-à-dire l'Europe doit se faire respecter et qu'on utilise, nous, Français, l'Europe comme un moyen... protectionnisme à l'européenne, quoi. Mais c'est surtout un moyen de créer notre puissance, de ne pas subir les grandes puissances. Bon, je vais revenir sur l'Europe et votre programme tout à l'heure en deuxième partie, mais Jean-Christophe Lagarde, je voudrais regarder l'actualité avec vous. La France a rappelé son ambassadeur en Italie pour consultation. L'Italie n'a pas rappelé son ambassadrice. C'est un signe, je voudrais le préciser. D'ailleurs, le Premier ministre italien Conte et Matteo Salvini ne veulent pas de conflit avec la France. Comment regardez-vous ce qui se passe entre la France et l'Italie? D'abord, je pense que la France a bien fait de se faire respecter. Elle a bien fait? Est-ce qu'on imagine Bruno Le Maire, monsieur le ministre italien, c'est l'équivalent de Bruno Le Maire, aller à Milan et expliquer que l'Italie est gouvernée par des nuls, qu'il faut changer le gouvernement italien? Entre amis, on peut se critiquer, on peut dire des choses, mais on ne va pas insulter, provoquer sur le territoire de l'autre. C'est inacceptable la venue de M. Di Maio à la rencontre de Gilets jaunes en France? Oui, et à la rencontre de qui? De M. Chalençon, porte-parole d'une liste de Gilets jaunes. M. Chalençon qui, le 23 décembre, publiait un post pour appeler l'armée à renverser l'État et à faire un coup d'État. Est-ce que vraiment, vous pensez qu'on pourrait, nous, aller en Italie, dire il faut renverser le gouvernement en place, qui d'ailleurs est composé de qui? De M. Di Maio et de M. Salvini, ceux qui veulent prendre la tête d'une internationale populiste et démagogique. Monsieur Salvini, qui est un escroc politique, qui fait croire en réalité qu'il a arrêté l'immigration, alors que c'est l'Union européenne, par Frontex, par les bateaux qu'on a mis en Méditerranée, qui a arrêté l'immigration clandestine, à 95% de cette immigration réduite. Combien de temps? 6 mois avant que M. Salvini n'arrive. Et le même Salvini, qu'est-ce qu'il dit hier quand vous dites qu'il ne veut pas de conflit avec la France? Il dit qu'il faut que les 60 000 personnes qui ont été refoulées par la police française aux frontières entre l'Italie et la France, les 60 000 clandestins, il faut que vous les laissiez passer. Je voudrais juste rappeler une chose. M. Salvini, il est applaudi en permanence par Mme Le Pen. Mme Le Pen, elle veut qu'on laisse rentrer ces 60 000 clandestins? Il faut arrêter avec la démagogie. Il faut qu'on se fasse respecter. Et pour le compte, ces gens-là ne sont pas responsables. D'ailleurs, M. Di Maio, au lieu de s'occuper de la France, il ferait bien de s'occuper de son économie qui est en train de s'effondrer. Bien, est-ce que... Donc vous dites, le gouvernement français a eu raison. Bien sûr, enfin on peut pas... De marquer le coup. Mais franchement, personne n'est dupe, Jean-Christophe Lagarde. Il y a là des arrière-pensées électorales. Non? Il y a peut-être des arrière-pensées électorales. Les Européennes sont là dans quelques semaines. Il y a peut-être des deux côtés. Des deux côtés, je suis bien d'accord avec vous. Mais la France doit se faire respecter. Je ne ferai pas le reproche à l'État français de marquer le coup, comme vous le dites, parce qu'on n'a jamais fait ça depuis 1945. Oui. Et honnêtement, il y avait deux choix. Soit marquer le coup, soit répondre à la provocation en envoyant nos ministres insulter et provoquer le gouvernement italien. Je préfère la France responsable face aux irresponsables qui gouvernent l'Italie. Il faut une rencontre maintenant au sommet?
Il faudrait peut-être une rencontre avec, certainement pas M. Salvini, celui qui veut qu'on absorbe Monsieur Conté, mais avec M. Conté, le président du Conseil. Cela dit, M. Conté, il pèse pas grand-chose dans le gouvernement, on le voit bien. Bien, l'affaire Benalla, Marie-Élodie Poitou, commissaire de police et responsable du groupe de sécurité du Premier ministre, a donc démissionné après avoir été reçue par Édouard Philippe. Elle a demandé à être affectée à un autre poste, que l'on peut comprendre, à une autre mission, après avoir répété qu'elle n'était en rien liée à une rencontre entre Alexandre Benalla et Vincent Kras, rencontre du 26 juillet, qui n'aurait pas dû avoir lieu d'ailleurs, rencontre enregistrée. Les deux hommes avaient interdiction d'entrer en contact. Comment regardez-vous ces derniers développements de... Écoutez, l'affaire Benalla et M. Kras, ça sent de plus en plus mauvais, pour dire les choses clairement. Voilà des gens qui ont utilisé manifestement les promotions qu'ils avaient, la proximité qu'ils avaient avec l'Élysée, même pour faire du business, qui, quand ils passent devant la commission d'enquête du Sénat, mentent, ce qui est passible de sanctions pénales, qui expliquent grosso modo qu'ils sont protégés par l'Élysée, ce que je ne sais pas d'ailleurs. Enfin bref, tous ces gens-là doivent maintenant subir le cours de la justice et que la justice fasse son travail rapidement. M. Benalla, il est libre de circuler. Alors, je sais bien qu'il y a une justice qui... D'abord, moi, je suis toujours défenseur de la présomption d'innocence. C'est une première chose. Je n'ai pas le sentiment de son innocence, mais il faut défendre la présomption d'innocence parce que c'est pas sur un plateau de télé qu'on peut juger les gens. Bon. Deuxième chose, je ne crois pas aujourd'hui, de ce que j'en vois, qu'il soit passible d'une peine de prison. Donc on ne va pas le mettre en prison alors qu'il n'est pas sanctionnable. Mais ces tristes cires qui étaient en train de mélanger des fonctions officielles essentielle, importante, la protection du président de la République notamment, avec des petites affaires privées pour quelques millions d'euros avec un oligarque russe. Voilà, je dis qu'à un moment donné, il faut que la justice fasse... Vous avez des doutes autour de cette affaire? Je sais pas, des doutes sur les liens entre Alexandre Benalla et Emmanuel Macron, des doutes sur... Des doutes? Moi, j'ai pas vraiment de doute, je veux que la justice fasse la clarté, mais j'ai par contre une révolte. Nous sommes le pays où le président de la République a le plus de pouvoir et le moins de contre-pouvoir. Ce qui fait que ce n'est pas la première fois d'ailleurs, c'est pas que sous M. Macron, que des gens qui arrivent à l'Élysée se croient tout permis. Et que le reste des systèmes de contrôle disent « Ah, si ça vient de l'Élysée, on touche pas ». Moi, je veux, puisqu'on parle en ce moment d'institutions, je veux qu'on rééquilibre, parce qu'on a le président le plus puissant de tout l'Occident, qui a tous les pouvoirs, qui n'a pas de contre-pouvoir en face de lui. On croit en France que c'est efficace et que ça permet de réformer le pays. Mais en vérité, des 40 dernières années, c'est nous qui nous sommes le moins réformés. C'est un système qui est inefficace. Et même la situation politique dans laquelle se trouve aujourd'hui M. Macron, c'est ce qu'a connu François Mitterrand 1 an et demi ou 2 ans après son élection à la présidentielle. C'est ce qu'a connu Jacques Chirac. C'est ce qu'a connu Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'a connu François Hollande. C'est même pas les acteurs qui sont en cause. Ce sont nos institutions qui sont un problème. M. Benalla est un type auquel le président de la République n'aurait jamais dû faire confiance. Mais le fait qu'il soit à l'Élysée, ça déconnecte tout ce qui normalement évite... Et ça peut déconnecter lui aussi. Bien sûr, ça peut même le décapsuler à mon avis. Mais... Ça déconnecte tout ce qui fait que normalement un citoyen normal est contrôlé par la loi. Et quand il est à l'Élysée, on dirait qu'il est en dehors des lois. Non, il ne doit plus être en dehors des lois, quoi qu'il arrive. Bien, les Gilets jaunes. Une majorité de Français continue à soutenir les Gilets jaunes. Est-ce que ça vous surprend? Non, parce que durée du mouvement. La durée de cette colère je pense que le mouvement sociale, fiscale. Je pense que le mouvement a beaucoup changé et qu'ils ne soutiennent pas forcément ce qui se passe en ce moment dans les mouvements des Gilets jaunes. Ce qu'ils soutiennent, c'est la revendication de justice fiscale et de justice sociale. Et pour qu'il y ait justice fiscale et qu'il y ait justice sociale, il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut que les systèmes soient beaucoup plus simples, parce qu'en fait, plus personne n'y comprend rien, parfois même les grands Manitou de Bercy. Et puis la deuxième condition, c'est qu'il faut que chacun contribue à proportion, entre guillemets, de ce qu'il gagne. Et quand vous avez des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui payent peu d'impôts, forcément, les Français disent... réforme fiscale indispensable. Et aussi pour baisser la charge qui pèse sur nous. Et je veux faire une proposition. On parle beaucoup de baisser les impôts. Simplement, quand vous baissez les impôts, il faut baisser les dépenses. Sinon, vous augmentez vos enfants, ce qui est irresponsable. On a déjà 2300 milliards de dettes. À l'inverse, on a des fortunes qui sont en train de se créer sur notre dos sans qu'on touche un centime d'impôt. Je veux parler des GAFA. Alors vous allez me dire, monsieur le maire en parle aussi. C'est pas ce qu'il faut faire. Lui, il veut un impôt sur les sociétés. Moi, je veux une TVA sur les GAFA. Pourquoi une TVA? Parce que quand vous vous connectez, on collecte vos données, où vous habitez, où est-ce que vous êtes en train de vous connecter, sur quoi vous surfez. Et puis on revend ça. Eh bien ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt là-dessus. Il n'y a pas d'impôt là-dessus, parce qu'on considère que c'est du troc. C'est pas du troc. Les GAFA, justement, sont les plus grandes fortunes du monde constituées en moins de 10 ans. Donc il y a des milliards qui se font. Et il y a des milliards à collecter sur ces gens-là. À chaque fois que vous donnez vos données, elles ont de la valeur. Cette valeur-là, elle devrait permettre que les Français payent moins d'impôts et d'en faire payer plus à ces gens-là. Nous allons revenir là aussi sur certaines de vos propositions, mais vous participez au grand débat.
Oui, sans hésiter, hein, sans hésiter. Parce qu'il n'est pas responsable. On a eu un président de la République qui a écouté personne, qui croyait tout savoir pendant 1 an et demi. Quand il dit « je suis prêt à écouter », ne pas s'asseoir autour de la table serait irresponsable. J'avoue que j'ai une réserve sur le grand débat. C'est que je trouve qu'il parle beaucoup trop et qu'il n'écoute pas assez. Il parle beaucoup trop là en ce moment. Je pense que le président de la République a été élu très vite, qu'il a une expérience personnelle, mais pas une expérience qui lui donne la vue sur tous les Français. Et qu'il aurait besoin d'apprendre la vie des Français. Mais dans les banlieues que vous connaissez bien, on participe peu aux Gilets jaunes, on participe peu même au grand débat. J'ai vu que le président de la République était allé à Courcouronnes l'autre jour. Mais pourquoi? Notamment les hommes et les femmes français, mais d'origine étrangère. Qu'on voit peu. Mais en réalité, on voit peu les personnes des banlieues, quelles que soient leurs origines, pour une raison simple, Monsieur Bourdin. Parce qu'elles ne sont plus parce qu'elles se sentent plus partie prenante du tissu. J'ai grandi avec eux. Je vis français de notre société. Monsieur Bourdin, je suis un des rares hommes politiques à avoir grandi avec eux et à vivre avec eux et à élever mes enfants auprès d'eux. La réalité, c'est quoi? C'est que ça fait longtemps qu'ils savent que la République les a laissés tomber, qu'ils ne comptent que sur eux-mêmes et que le débat public ne les intéresse plus. Il y a des quartiers où vous avez moins de 10% des participations aux élections lors des élections, quelles qu'elles soient, sauf les élections municipales, parce qu'ils comptent un peu sur leurs élus locaux. Et donc, si vous voulez, c'est pas un refus de la France, c'est au contraire une désespérance de la France. C'est en réalité le fait de vouloir être considéré comme français à part entière et pas entièrement à part. Or, ils sont tout le temps entièrement à part. Cette semaine, on avait un débat à l'Assemblée nationale, c'est la première fois, sur l'injustice, sur la discrimination dont la Seine-Saint-Denis, par exemple, mais il y a d'autres quartiers populaires dans cette situation, est victime. On raconte partout dans les milieux intelligents de la politique qu'on donne trop d'argent dans les banlieues. La démonstration est faite qu'on y donne moins. C'est là où on concentre le plus de difficultés et c'est là où on met le moins de moyens. Les enseignants les moins formés, ceux qui viennent à peine de commencer, les policiers les moins formés, les magistrats qui sortent de l'école. Alors que quand vous faites une opération, pardon de ce parallèle, une opération militaire et que c'est plus dur, vous envoyez les troupes d'élite. On aurait besoin des troupes d'élite dans ces quartiers, les troupes d'élite de la République, les meilleurs enseignants, les meilleurs policiers, les meilleurs médecins, etc. etc. Jean-Christophe Lagarde, ce grand débat va s'achever mi-mars. Ensuite, il y aura des propositions que le gouvernement fera, forcément, soumises au vote. Soit vote des députés, soit vote national à travers un référendum. Référendum, vous êtes favorable? Moi, je suis favorable à un référendum, mais pas le jour des européennes. On a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Les Français veulent. 55% des Français veulent le jour des européennes. Eh bien, je pense qu'ils se trompent, et je me permets de le dire. Pourquoi? Parce que si vous avez le même jour un référendum et les européennes, il n'y aura pas de débat européen, et tout se concentrera sur le référendum et sur la personnalité. Il y aura plus de votants aux européennes. Je ne suis pas sûr pour le compte, parce que je pense que les gens peuvent comprendre le débat européen si on leur parle des européennes. Parce que vous savez, si vous faites 5 questions, 10 questions par référendum, et le même jour les européennes, tout le débat, à chaque fois qu'on sera invité sur un plateau, on nous parlera du référendum, on parlera plus d'Europe. Or, ce débat européen, nous n'avons déjà pas pu l'avoir pendant la présidentielle pour les raisons que vous savez, qui a été une présidentielle hors norme, si j'ose dire. Et on a besoin de ce débat. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit on a une Europe juste et qui construit notre puissance, soit on laisse l'Europe que M. Macron accepte d'ailleurs, qui permet les travailleurs détachés. Ça veut dire des gens qui viennent faire concurrence aux salariés en étant moins payés et moins protégés. Le travailleur détaché, c'est une arme de destruction massive de l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas accepter la concurrence déloyale. Aujourd'hui, la concurrence déloyale, elle est parfois même organisée par l'Europe. Donc on a besoin de ce débat européen. Et j'ai dit au président de la République, puisqu'il nous a reçus, que j'étais favorable à un référendum. Parce que c'est toujours bien que le peuple français puisse s'exprimer. Je pense que c'est plutôt au mois de septembre qu'on peut faire un référendum. Et ça dépend de quoi on parle. Parce que le référendum, si c'est pour le problème institutionnel, faut quand même avoir... Il faudra qu'il y ait des questions institutionnelles. Je viens de vous dire qu'on a un gros problème institutionnel. C'est pas moi qui dis le contraire. Même si vous êtes contre la diminution du nombre de parlementaires? C'est pas le problème essentiel, si je peux me permettre. Il y en a d'autres. Je peux vous expliquer pourquoi. Si j'avais une minute pour le faire, je serais ravi. Allez-y. Mais attendez, d'abord, la demande de la crise des Gilets jaunes, du soutien de ces Français, elle est économique et sociale. Et ça, c'est par un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le président de la République a la majorité absolue, qu'il peut régler, qu'il peut mettre plus de justice sociale et fiscale. Il n'y a pas besoin de référendum pour ça. Deuxième chose, quand on a eu des absurdités comme les 80 km/h, c'est par le règlement, c'est le gouvernement tout seul qui peut régler ça. Nous, on avait proposé un truc simple. C'était que de dire qu'on regardait sur les 400 000 km de route française, là où il y avait le plus d'accidents. C'est là qu'il faut réduire la vitesse, pas ailleurs. C'est simple. À quoi ça sert les administrations décentralisées, les élus locaux si on ne sait pas faire ça? Et pourquoi je ne suis pas favorable, en tout cas, à une trop forte réduction du nombre de parlementaires? C'est très populaire
forcément. On se dit, tiens, les politiques, on les aime pas, on va se les faire. À la limite, je vais vous dire, je m'en fiche, mais on a déjà fait une erreur avec le non-cumul des mandats. Au bout d'un an et demi, on s'est rendu compte qu'on avait des parlementaires... Donc pas de cumul des mandats, pas de fin de cumul des mandats dans le temps. Je pense des mandats dans le temps. Non, je pense qu'il faudrait accepter qu'un élu national soit aussi un élu local, parce qu'on a vu au bout d'un an et demi de cette nouvelle majorité... Avec une limitation du nombre de mandats ? Oui, avec une limitation à 3 fois, ça ne me poserait pas de difficulté. Mais par contre, je pense qu'il est bon qu'un mandat national soit accompagné d'un mandat local pour que vous sachiez de quoi vous parlez. On a vu une majorité qui est trop souvent déconnectée du terrain. Et pardon, sur la réduction du nombre de parlementaires, qu'est-ce que c'est qu'un parlementaire au fond ? C'est le droit que vous avez, vous, pas vous parce que vous avez souvent la parole, mais que vous avez, vous, citoyens, de pouvoir interpeller le pouvoir. Vous ne rencontrerez jamais le président de la République, vous ne rencontrerez jamais le Premier ministre. Le parlementaire, il est là pour ça. Moins vous avez de parlementaires, moins vous pouvez croiser quelqu'un qui pourra interpeller le pouvoir. Et je vous prends un exemple d'un département que je connais bien, les Hautes-Alpes, 250 000 habitants, 2 députés, avec les routes, la neige, l'éloignement, l'éclatement, les petits villages. Vous croyez qu'avec un député, un citoyen a combien de chances de rencontrer son parlementaire une fois en 5 ans ? Voilà à quoi ça. La réduction du nombre de parlementaires, c'est. Oui, je suis totalement favorable, j'y reviens. La réduction du nombre de parlementaires, c'est en fait retirer le droit aux citoyens d'interpeller le pouvoir. La proportionnelle, au moins 20%. Parce qu'il est nécessaire que toutes les familles politiques, que toutes les opinions politiques soient représentées à l'Assemblée nationale. Sinon, elles s'expriment dans la rue. Et c'est pas sain pour la démocratie. Bon, je regardais votre programme, vos propositions pour essayer de régler cette crise des Gilets jaunes, baisse de la CSG sur les petites retraites, annulation de la baisse des APL, surtaxe sur les produits de luxe, baisse des niches fiscales qui profitent aux plus riches. C'est-à-dire sous condition de ressources. Est-ce que je peux... Non, je pense que c'est une mauvaise idée de M. Darmanin. Sur les niches fiscales, il y a 100 milliards d'euros de niches fiscales. Je ne veux pas créer le fantasme, c'est facile, parce que le meilleur impôt pour les Français, c'est celui que payent les autres, toujours. Mais la réalité, c'est qu'on devrait utiliser à la fois la Cour des comptes et l'Assemblée nationale, le Sénat, les commissions des finances, pour regarder ce qui est efficace. Dans les niches fiscales, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Par exemple, quand vous employez quelqu'un à domicile, on vous prend en charge vos charges sociales, on vous déduit ça de vos impôts, ça évite le travail au noir. Ça fonctionne bien. Bien sûr. Il y a d'autres niches fiscales... D'ailleurs, on n'y touchera pas. Enfin, Gérald Darmanin a confirmé mercredi qu'il n'y toucherait pas. J'espère bien. Mais il y a d'autres niches fiscales qui, sans doute, la Cour des comptes l'a déjà dit, sont moins efficaces, ne servent pas l'économie française. Donc, il faut faire le ménage sereinement, rapidement, mais calmement et sérieusement dans les 100 milliards de niches fiscales. Il y en a qui sont sans doute improductives et qu'on peut remplacer par d'autres systèmes. Bien, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains, vous regrettez que les Républicains aient choisi François-Xavier Bellamy ? Je constate simplement que les Républicains sont en train de quitter la tradition de la droite. Jamais Chirac n'aurait pris quelqu'un qui est contre l'avortement et qui dit qu'il faut rétablir des frontières entre la France et l'Allemagne. Jamais Sarkozy n'aurait accepté une dérive qui fait en fait que la droite française se résume à son extrême droite à elle. Et c'est ça, monsieur Bellamy. À un moment donné, si vous voulez, nous sommes les héritiers, je le disais tout à l'heure, de Simone Veil, de Valéry Giscard d'Estaing. Mais le reste de la droite, Chirac, Sarkozy et bien d'autres, ont adhéré à cette idée que l'Europe n'était le seul moyen pour que nous puissions construire notre puissance. Ils sont en train de dire le contraire. Finalement, aux Européennes, c'est pas très compliqué, vous avez 3 choix. Soit vous pensez que la sortie de l'Europe, c'est la meilleure solution, c'est la baguette magique. Et vous votez Le Pen, Mélenchon, Dupont-Aignan ou même la liste présentée par M. Wauquiez. Parce que, à la sortie, moi j'invite simplement les gens à regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est la même puissance économique que la France, la même puissance militaire, la même puissance diplomatique, la même population. Ils se retrouvent nus, tout seuls face au monde, faibles face à Trump, faibles face à la Chine, entre 67 millions de Britanniques et 1,5 milliard de Chinois. À votre avis, lequel des deux est plus puissant ? C'est pour ça que l'Europe est un instrument pour construire notre puissance. Soit, deuxième choix, vous décidez que l'Europe telle qu'elle est, elle fonctionne bien et vous votez pour la liste de M. Macron. Malheureusement, aujourd'hui, il ne fait rien pour transformer l'Europe. Soit on fait, et on a besoin, c'est pas la sortie, la solution, c'est la transformation de l'Europe. On fait une transformation de l'Europe qui nous permet d'abord de mieux nous défendre. Très fédérale. Non, avec une police fédérale, avec un parquet commun, avec une lutte contre le terrorisme commune, avec, je ne sais pas moi, des impôts sur les bénéfices des entreprises, des impôts communs, même taux, partout en Europe. Pas fédéral, mais par exemple, je veux un FBI. Par exemple, je veux un FBI et je veux un parquet européen.
On prend l'exemple de M. Benalla. M. Benalla et ses complices viennent massacrer des Français le 13 novembre 2015 à Paris. Il repart en Belgique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est arrêté 2 fois par les gendarmes. Pas on M. le laisse. Benalla. Pardon. Monsieur pardon, Desmouches. du lapsus. Non, c'est même pas M. Desmouches. Oui, enfin, on voit de qui on parle. Il repart en Belgique. Il se fait arrêter 2 fois par les gendarmes. On le laisse filer. Pourquoi? Parce qu'en France, on ne sait pas qui il est, alors qu'en Belgique, on sait qui il est. Aujourd'hui, nos frontières, si on n'a pas de FBI et de parquet européen, elles n'arrêtent que les policiers et les magistrats, pas les terroristes, pas les grands criminels. Je veux de l'efficacité, je veux une Europe juste et qui soit efficace. Quand on a besoin de se défendre vis-à-vis de M. Trump, quand il nous interdit de commercer avec tel ou tel, quand la BNP se fait piller de 9 milliards d'euros d'amende par un juge américain, c'est parce qu'on n'utilise pas l'euro comme le moyen d'échanger avec les autres, d'acheter notre pétrole, d'échanger avec les Russes. On utilise le dollar. Donc on tombe sur le coup des lois américaines. Enfin, M. Bourdin, il se trouve que des lois votées par les États-Unis s'appliquent à nous parce qu'on n'utilise pas notre monnaie comme un moyen d'échange. Moi, j'ai pas envie de dépendre de l'électeur du Wyoming, du Texas ou de la Californie. Quand ils votent, ils choisissent M. Trump. Ils choisissent pas comment je suis dirigé, moi. Je ne veux pas devenir une colonie, ni des Américains, ni des Chinois, ni des Indiens. Je veux que nous construisions notre propre puissance pour que nos intérêts, c'est-à-dire nos modes de vie, parce que derrière vos intérêts, il y a la façon dont on vit, avec des petites entreprises, des moyennes, avec des exploitations agricoles. Je veux une Europe qui, de la même façon, dise, attendez, on va juste arrêter d'être naïf, pardon. Quand on dit qu'il y a des règles agricoles qui s'appliquent à nous, 300 produits phytosanitaires interdits chez nous, on n'achète pas à l'extérieur des produits qui utilisent ces produits phytosanitaires, parce qu'on met nos agriculteurs comme nos entreprises dans une situation inéquitable, de combat en fait qu'ils ne peuvent pas gagner. Merci Jean-Christophe Lagarde d'être venu nous voir ce matin, RMCB. Merci à vous. Il est 8h55.